Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono. On va parler basket dans cette émission avec notre expert Quentin Retailleau. Bonsoir Quentin. Bonsoir Aurélien. Et avec nos deux invités du club des Sables Vendée Basket, Nicolas Seferiadis, tout d'abord bonsoir. Bonsoir. Président, tout nouveau président du LSVB. Et à côté de vous, le coach cette saison, Guillaume Ponce. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Et futur général manager. On y reviendra parce qu'il y aura un changement de rôle pour vous à partir de la saison prochaine. Cette saison en tout cas vient de se terminer pour les Sables avec une défaite sur le terrain de Lorient, défaite 96-70. Alors avant de revenir donc sur toute cette saison, un mot sur ce match à Lorient. Vous espériez finir sur une bonne note avec ce groupe, ça n'a pas été le cas. Non, ça n'a pas été le cas. On a eu une lourde défaite, notamment en deuxième mi-temps où on a vraiment explosé. Après, on y a été un petit peu diminué avec l'absence de Grégory Le Sort qui avait un décès dans sa famille, donc qui n'était pas sur le match. Et c'est vrai qu'on a souffert physiquement, notamment à l'intérieur, parce que voilà, Lorient c'est une équipe très solide, une des très grosses équipes de la division. Et jusqu'à la mi-temps on a tenu, mais on a un peu explosé en deuxième. Oui, ça faisait 39-35 pour Lorient à la mi-temps, il y avait seulement 4 points d'écart. Ambiance un peu particulière à la fin du match, un groupe qui termine une saison, un coach qui en termine avec ce groupe aussi. Oui, c'est toujours particulier une fin de saison, en plus une saison comme celle-là, dans le contexte où elle a été, on a l'impression d'avoir fait 2 saisons en une saison. Donc ouais, c'est toujours un peu particulier. C'était le dernier match avec ce groupe vraiment tel qu'il est là. Et puis maintenant, certains vont rester, d'autres vont partir. Et on va essayer de préparer maintenant la suivante. Mais voilà, moi à titre personnel, c'était mon dernier match aussi en tant qu'entraîneur. Donc voilà, un petit peu particulier, mais j'aurais préféré pouvoir le fêter avec une belle victoire, mais malheureusement ça n'a pas été possible. Alors on va regarder quant à le classement de cette poule A de National 1, alors que le championnat qui n'est pas terminé, et vous voyez il y a encore beaucoup de matchs en retard, avec donc pour l'instant une 11e place pour les Sables, mais ça devrait encore bouger peut-être. Oui, ça peut encore bouger. Du coup, les Sables qui finissent avec 8 victoires et 18 défaites. Et on verra si elles se maintiennent, en tout cas sportivement, parce que du coup, Bordeaux a encore 2 matchs à jouer, Dax et Tarbes. Et puis après, Dax qui a quand même 4 matchs de retard et eux aussi sont déjà à 8 victoires. Donc il faut espérer 2 défaites de Bordeaux pour que les Sables finissent sportivement maintenus. En tout cas, déjà 8 victoires, 18 défaites, une première saison en N1. Guillaume, tu tires quoi comme bilan ? Le bilan, forcément, on aurait voulu mieux. Clairement, la première partie de la saison, elle est pas bonne. On a eu des coups d'éclat, comme la victoire à Châlons, par exemple, mais on n'a jamais su confirmer. La deuxième partie de saison, par contre, est vraiment meilleure. On a réussi à avoir une bonne période, à enchaîner quelques victoires. À partir du moment où on était très très mal classé, on s'était fixé un objectif clair qui était essayer d'assurer un maintien sportif, peu importe les décisions qui ont été annoncées après avec l'absence de descente. On a su jusqu'au bout être en position de pouvoir jouer ça. On va attendre maintenant de savoir si Bordeaux gagne ses 2 derniers matchs pour avoir réalisé cet objectif. Nicolas Seferiadis, alors on rappelle, vous étiez vice-président, vous êtes devenu président il y a quelques semaines. Vous, quelle analyse vous faites de cette saison forcément très particulière, comme pour tout le monde, mais surtout cette première saison à N1 pour les Sables? C'était un peu compliqué pour nous parce qu'on espérait gagner plus de matchs à domicile avec notre public qui pousse derrière et on n'a pas eu cette opportunité, ou très très peu. Mais c'est quand même une bonne expérience, une bonne découverte pour nous et on a quand même pas mal appris et on va se servir de cette expérience pour continuer à grandir et à faire en sorte que le club gravisse les échelons au fur et à mesure. Mais on est patient, on va le faire convenablement avec nos moyens et on va tout faire pour bien évoluer l'année prochaine. Et puis petit à petit espérer j'espère en tout cas avoir un peu plus d'ambition à l'avenir, quoi. Alors quand vous dites on a appris justement, quels sont les principaux enseignements que vous tirez de cette saison ? Que la N1 déjà c'est pas la N2 et après je dirais c'est pas à moi président de construire l'équipe de l'année prochaine ni à Guillaume puisqu'on prévoit que ce soit le futur coach, c'est la responsabilité du coach, mais évidemment on veillera à ce que l'ADN qu'on souhaite mettre en place soit présente et
puis je compte moi sur le staff pour faire le job, quoi. Alors, on reviendra dans quelques instants sur les nouvelles fonctions de Guillaume et donc sur la construction de l'effectif de la saison prochaine. Mais j'aimerais qu'on revoie le classement de cette poule de National 1 où rien n'est joué, puisque, bon, on le rappelle, seul le premier montera en Pro B. Pas de descente puisque le championnat de N2 a été arrêté. Donc, ça va jouer pour la première place. Alors Vitré ne montera pas, même si Vitré peut terminer premier. Ça devrait jouer entre Toulouse et Tours, voire La Rochelle pour la première place. Toulouse qui ne montera pas non plus. Ce sont les infos qu'on a. C'est oui, parce qu'ils n'ont pas fait le dossier pour accéder en Pro B. Mais il faut vraiment finir premier pour monter. Sinon, c'est une équipe de Pro B qui est sauvée. Vous voyez qui finir en tête entre ces équipes ? Moi, je mettrais une pièce sur Tours. Pour moi, Tours, c'est la plus forte équipe de la poule cette année. Toulouse fait une saison vraiment exceptionnelle parce qu'on ne les attendait pas à ce niveau-là. Ça va se jouer sur, je pense, alors ça c'était normalement demain soir, mais peut-être plus tard, sur le dernier match, où il va y avoir un Tours-Toulouse qui va être vraiment important. Et moi, je mets une pièce sur Tours. Président, est-ce que vous avez un pronostic ? Moi, je pense que Toulouse est dans une bonne phase, mais je suis d'accord avec Guillaume. Je pense que Tours a été vraiment solide cette année. Ils ont montré de belles choses et ils jouent à domicile contre Toulouse. Donc, je dirais Tours aussi. Mais les deux ont leur chance, donc on verra. Alors Tours et Toulouse qui devaient s'affronter demain soir, ce mardi, mais des cas de Covid côté toulousain empêchent la tenue de ce match. En revanche, Tours jouera à Chaland samedi soir. Ce sera l'avant-dernier match de Chaland qui terminera sa saison le mardi suivant, donc le mardi 4 mai. Nicolas Seferiadis, on va parler de vous et de ce nouveau rôle de président. Comment ça s'est fait ? Quelles étaient vos envies pour prendre donc la tête de ce club ? Alors c'était un peu prévu avec Jackie Benoît, parce que Jackie Benoît souhaitait prendre sa retraite aussi, je dirais, de président, pour profiter aussi de ses petits-enfants. Donc voilà, c'était prévu. Et ce qu'on a fait, puisque moi je suis en activité, donc je ne peux pas être aussi présent que lui l'a été. Donc la condition, c'était de positionner un général manager. Donc à partir du moment où on a fait notre choix et on a décidé que ce soit Guillaume, on a officialisé les choses, quoi. Alors pourquoi Guillaume, justement ? Parce que vous avez fait passer des entretiens à plusieurs personnes. Oui. Et donc on avait dans l'esprit, on avait déjà pensé à Guillaume, mais on voulait surtout pas en parler pendant la saison, puisque l'objectif c'était que Guillaume travaille sereinement avec son équipe pour avoir de bons résultats et pas qu'il soit perturbé par d'autres choses. Et au moment où on a annoncé notre maintien lié à la fin du championnat, on va dire prématuré, et de l'enjeu, du coup on s'est vu avec Guillaume et on lui a proposé de prendre ce poste-là, parce que Guillaume c'est quelqu'un qui est dans le club depuis pas mal de temps, il nous a vraiment beaucoup apporté, c'est quelqu'un de structurant, de loyal, et on aime bien ces valeurs-là. Il a de l'abnégation, il s'investit beaucoup, donc c'était légitime qu'on lui propose en priorité, quoi. Donc là, maintenant, Guillaume, structuré le club, il y a des choses déjà qui vont bouger. Enfin, je pense par exemple au staff. Est-ce que, il va y avoir l'arrivée d'un nouvel entraîneur, c'est pas officiel, mais les assistants, sur le centre de formation, ça va bouger un petit peu. Déjà, la première des choses, c'est justement le choix et la nomination d'un entraîneur. Parce que c'est lui qui va mettre en place ce qu'il veut mettre en place au niveau sportif. Après, on a la volonté d'être un club formateur et d'avoir des jeunes joueurs qui, à terme, vont arriver à intégrer l'équipe 1 éventuellement. Donc on travaille dessus, on essaie de faire les choses dans l'ordre. On va d'abord s'occuper de la nomination de l'entraîneur, et ensuite tout le reste va se mettre en place progressivement. Allez, on continue de parler des Sables Vendée Basket dans quelques instants, mais on va s'intéresser également au basket féminin et au club de La Roche, le RVBC qui prépare les playoffs. Les Lyonnaises ont disputé un match amical face à Bourges vendredi dernier à la Halle des Sports des Oudéry, une rencontre qui s'est achevée sur un score de parité 69 partout. On rappelle que les Lyonnaises joueront le quart de finale aller face à Basketland à La Roche. Le retour à Mont-de-Marsan aura lieu le 8 mai, donc match aller le mardi 4 mai. Et autre info concernant le RVBC,
RUBC. Caroline Herriot et Sohana Lucet font partie des 6 joueuses qui ont été retenues pour le stage de préparation au tournoi de qualification olympique de 3-3, stage à Voiron du 16 au 23 mai. Quelques infos d'athlétisme avec un nouveau record de Vendée sur 10 000 mètres pour Clarisse Picard de l'Athlé Bocage Vendée. Elle participait à une épreuve de sélection à la Coupe d'Europe, une épreuve réservée aux athlètes listés. C'était samedi à Passé. Elle termine 4e à quelques dixièmes de la 3e place, mais elle bat surtout le record de Vendée en 34 minutes et 34 secondes. Athlétisme toujours avec l'ACLR, l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon, qui organisait samedi un test performance avec une 60aine d'athlètes réunis, majoritairement des licenciés du club lyonnais. Quelques bonnes performances, notamment pour Romain Mornay et Théo Moussu sur 3000 mètres. Le premier, vous voyez à gauche de l'écran, réalise un chrono de 8 minutes 10. Il bat son record personnel de 15 secondes. Théo Moussu bat également son record personnel en 8 minutes et 18 secondes. Et puis un mot de football, puisque c'est désormais officiel. Les championnats de National 2 chez les hommes et de Division 2 féminine ne reprendront pas. Ils étaient toujours en suspens et en attente d'une décision de la Fédération française de football. C'est désormais acté depuis vendredi. Saison blanche pour ces 2 compétitions. Pas de montée ni de descente. On retrouvera donc les Herbiers en National 2 et la Roche-ESO en Division 2 féminine la saison prochaine. Et la saison prochaine, on en parle aussi avec nos invités des Sables Vendée Basket. Donc, on attend toujours la nomination du nouveau coach. C'est en cours de négociation. Est-ce que alors je vais m'adresser peut-être plutôt au président, est-ce que le budget et les objectifs, puisque généralement ça va de pair, vont être vus à la hausse pour cette saison prochaine? Oui, légèrement. C'était l'objectif. Il y a un gros travail dans le club pour toujours fidéliser nos partenaires. Et cette année, on fait partie du top 5 des clubs qui communiquent, qui ont le plus de force de frappe sur les lives qu'on a effectués. Et ça nous a permis de fidéliser nos partenaires, malgré cette période sans public. Et donc cette visibilité nous a permis aussi de signer de nouveaux partenariats, donc d'augmenter sensiblement notre budget. On n'est pas non plus sur les strates hautes, mais ça va nous permettre de construire sereinement pour l'année prochaine. Et donc on est effectivement, comme le disait Guillaume, on est sur une stratégie plus de formation, parce qu'on n'a pas une banque au-dessus de nous comme certains clubs dans le foot, pour ne pas les nommer. Mais voilà, on va faire avec nos moyens et on veut miser sur la formation et avoir une équipe certainement basée sur 7-8 joueurs pro référencés et après des jeunes à potentiel pour nous permettre d'avoir des jeunes qui poussent derrière et des ressources, quoi. Donc là, Guillaume, je pense que tu vas avoir ton mot à dire dans le recrutement. Tu disais que la première partie de saison avait été compliquée. Qu'est-ce qui, pour toi, est important maintenant en National 1 c'est athlétiquement qu'il faut être plus fort. C'est dans quel style de joueur que vous allez rechercher? Je pense que, de toute façon, il y a un vrai palier entre la National 2 et la National 1, que ce soit au niveau athlétique ou même au niveau jeu. C'est pas le même basket. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable, en termes athlétiques et dans l'efficacité, dans la lecture, de passer un cap. Après, on a une identité quand même, un ADN qui est plutôt défensive au Sable, et c'est ce qui aujourd'hui plaît aussi aux gens, d'avoir des joueurs qui se battent, qui s'arrachent. J'ai envie de dire, peu importe, victoire forcément c'est mieux, mais d'avoir au moins ces éléments-là. Donc ça va être sur ça qu'on va essayer de se baser. Et en amenant, je pense qu'on a manqué un petit peu de talent peut-être cette année, et il va falloir en ramener plus. Maintenant, par rapport au recrutement, oui, je vais avoir mon mot à dire, on va discuter avec l'entraîneur, mais je crois vraiment que c'est l'entraîneur qui doit faire le choix des joueurs. Et pas un manager général ou un président, et que c'est le choix de l'entraîneur. Et donc pour l'instant, un seul départ officiel, c'est celui de Lucas Durand, qui a quand même beaucoup apporté au club des Sables, qui a participé à la montée. Un mot pour lui. Ouais, Lucas, ça fait plusieurs saisons qu'il est au club. Il a été important, notamment l'année où on a été en play-off. Après, il a eu une grosse blessure l'année dernière. Il a été éloigné des parquets sur ses 5 années au club. Je crois qu'il y a quasiment 2 saisons qui sont compliquées par rapport aux blessures. Maintenant, voilà, il a fait partie de l'aventure justement qui nous a amenés en National 1. Et oui, il a annoncé son projet de reconversion professionnelle et qu'il a arrêté. Donc c'est le seul joueur pour l'instant qui a annoncé son arrêt. Les autres joueurs, ça va être une discussion avec le futur entraîneur pour savoir qui il souhaite conserver.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Nicolas Sefadis, de l'avenir et d'ambition un peu plus haute. Il y a une nouvelle salle qui se profile au Sables d'Olonne d'ici 2 ans et demi, 3 ans. Un nouvel outil qui semble essentiel aujourd'hui pour développer le sport, et notamment le basket au sable. Lors de votre nomination en tant que président, vous parliez déjà de Pro B éventuellement. C'est ça, à plus long terme, vraiment l'objectif ? Oui, on est un club ambitieux, donc on se dit pas que dans 4 ans, dans 5 ans, on sera en Pro B, mais en tout cas, forcément, il faut aller de l'avant, et ce qu'on souhaite, c'est, peut-être dans 4 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, se dire qu'on va bâtir quelque chose pour viser au-dessus, oui, c'est légitime, ouais. C'est ce qu'on souhaite. On va avoir cette nouvelle outil, la nouvelle salle qui va nous le permettre de devenir plus ambitieux. Sans cette nouvelle salle, on ne peut pas avoir cette ambition. Donc voilà, on se donne le temps, on sait que la nouvelle salle, on va l'avoir dans les 2 à 3 ans à venir. Donc, et c'est le temps qu'il faut aussi pour nous permettre d'intégrer des jeunes à potentiel qui vont nous permettre aussi de gravir l'échelon supérieur. Et puis un coach, notre general manager qui vont faire le travail qui va nous permettre de monter l'étape au-dessus. Mais voilà, on a le temps. C'est pas l'objectif l'année prochaine déjà. Alors pour terminer, on va parler d'un événement qui est prévu donc à la fin du mois de juin, le 26 juin au Sables d'Olonne, c'est le Omka All-Star Game. Omka, donc vous êtes dirigeant de cette entreprise, donc qui participe à l'organisation de ce All-Star Game. All-Star Game N1 Pro B, 10 joueurs de National 1, 10 joueurs de Pro B, alors tous français pour cette première édition, avec donc 14 joueurs, 7 par équipe, choisis par les coachs qui doivent être désignés ce week-end, il me semble, et 3 autres joueurs par équipe, donc 6 joueurs qui seront sélectionnés par le public. Un match donc avec tous ces joueurs, plus différents concours, et un événement qui sera récurrent au Sable ces prochaines années. Oui, tout à fait. L'objectif, pour moi en tant que chef d'entreprise, c'était de sponsoriser un événement national, et donc les organisateurs de cet événement, qui sont Pro-Am Media, on a réussi à avoir avec eux un événement qui sera inscrit dans la durée. Donc pendant les 5 prochaines années, cette formule de All-Star Game entre les meilleurs de N1 et le meilleur de Pro B se dérouleront au Sables d'Olonne, ce qui est important pour nous parce que l'objectif était double. C'était bien sûr pour mon entreprise rayonner au niveau national avec un événement de ce type-là, mais c'était surtout pour le club de nous permettre de nous construire un nom, parce que les Sables d'Olonne n'étaient pas connus à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de se dire, on s'installe, on montre qu'on existe, et on va essayer de se faire connaître et attirer aussi des talents, des jeunes joueurs qui se disent l'All-Star Game, c'est au Sable, donc c'est au Sable qu'il faut aller jouer. Guillaume, ça vous inspire quoi ce type de rencontre, les meilleurs joueurs de N1 contre les meilleurs joueurs de Pro B? Ça peut ressembler à quoi? C'est quelque chose que vous avez envie de voir? Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Au-delà de l'aspect festif, un peu pour finir la fin de saison et célébrer justement, je pense qu'il va y avoir un vrai défi pour les joueurs de N1, de montrer qu'ils sont capables de rivaliser avec le niveau au-dessus. Je pense que ça peut donner un match qui est un vrai match de basket. Et pas juste un show comme en général ça se passe sur un All-Star Game. Je pense qu'il peut y avoir vraiment quelque chose de sympa. Et puis voilà, c'est une manière de finir la saison et puis de récompenser aussi les joueurs par une sélection. Ça existe sur les niveaux au-dessus, en Pro, mais il n'y avait rien qui était fait, notamment par rapport à la Pro B. Donc c'est bien que ce soit chez nous. Et ça sera donc le 26 juin. Avec du public, on le souhaite. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas, mais on espère qu'il y aura du public pour suivre ce All-Star Game. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Merci à vous. Alors, bonne fin de saison. La saison est terminée, mais il y a encore du travail pour préparer la prochaine. Merci, Quentin. Merci, à bientôt Aurélien. pour parler basket. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi pour un nouveau 85 chrono.